Bienvenue sur Radio Maouja FM. Construisons notre avenir avec Zola, avec Bolin, avec Dinan, avec Laure, avec Upeni. Radio Maouja FM. Et on sent que... Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu es né avec ou bien c'est quelque chose aussi que tu as travaillé ou bien dans vos cours, dans les cours, dans vos études, on vous apprend quand même à avoir cette capacité oratoire de capter l'attention et de convaincre l'avis des jurys. Oui, personnellement, je suis de la classe des gens qui ont quand même conjugué beaucoup d'efforts pour parler parce que naturellement, j'ai bégayé fort à mon jeune âge. Ah, ok. Alors, voilà, j'étais un vrai bègue, moi je parlais pas bien. J'ai dû conjuguer beaucoup d'efforts. Je me suis inscrit dans les écoles, dans les troupes de théâtre. J'ai joué au théâtre. Je me suis inscrit, ou je m'étais inscrit dans les chorales. Je faisais des poèmes à l'école. J'ai beaucoup travaillé ma langue pour sa souplesse. Et naturellement, je n'étais pas quelqu'un de trop bavard. Même aujourd'hui dans la société, si je suis en face de quelqu'un que je ne connais pas, il peut croire que soit je suis orgueilleux, soit je suis mou. Mais je m'ouvre beaucoup lorsque je travaille comme avocat. Pourquoi? Parce que j'ai eu le temps de travailler d'abord ma langue comme ça. Et puis, je lis beaucoup d'auteurs aussi. J'ai appris que comme avocat, lorsqu'on parle, il y a des moments où on parle à la tête du juge, on s'adresse à la tête, à son cerveau. Et là, on évoque la science. Mais il y a aussi des moments où on doit s'adresser au cœur du juge. Là, on utilise l'argument de l'émotion, l'argument d'émotion, on utilise un peu de passion pour toucher le cœur du juge. Je voulais bien, pour terminer votre question, aux auditeurs, de la vérité, de la notion de vérité. Parce que si les juges, l'avocat, ils disent non, l'avocat là, il est méchant, comment peut-il défendre un criminel connu? Non, il faut qu'ils se mettent en tête qu'il y a chez nous ce que nous appelons d'une part la vérité ontologique et d'autre part la vérité judiciaire. La vérité ontologique, c'est la vérité du commun des mortels, c'est la vérité naturelle, c'est la vérité ordinaire, c'est la vérité qui est à la portée de tout le monde. Mais la vérité judiciaire, parce que la vérité ontologique se base sur les faits, sur leurs observations, sur les j'ai vu, j'ai entendu. Mais la vérité judiciaire ne se base pas sur j'ai vu, j'ai entendu. La vérité judiciaire se base sur les preuves. Je vous donne les cas typiques de mon pays. Je ne sais pas comment ça se passe au Canada. Dans mon pays, lorsqu'il y a une clameur qui poursuit un individu, on dit qu'il a volé, on crie voleur. S'il est attrapé, le propriétaire du bien volé se contente de récupérer son bien et rentrer chez lui à la maison. Et le reste, à l'africaine, on va rouer des coups à ces présumés voleurs et peut-être jusqu'à l'acheminer à la police. Mais quand on l'achemine à la police, on les dépose comme un colis qui n'a pas de propriétaire et tout le monde va rentrer. Il n'y aura là ni propriétaire du bien volé pour expliquer à la police quelles ont été les circonstances dans lesquelles il a perdu son bien, qui a volé. Il n'y aura même pas de témoin pour charger cet individu. Oui. Dans les cas pareils, qu'est-ce que la police va faire? Qu'est-ce que le magistrat va faire? Qu'est-ce que le juge va faire? Parce que la personne amenée devant le juge doit être suffisamment chargée pour que le juge arrive à prononcer une décision de condamnation. Mais vous avez amené un individu que vous n'avez pas si chargé. Vous l'avez déposé comme un colis et vous êtes tous rentrés. Mais demain, ne soyez pas étonnés de le voir faire cours libre dans la cité parce qu'il n'a pas été chargé, il ne peut pas être condamné dans ces conditions. Il faut, après avoir arrêté monsieur que vous soupçonnez d'avoir volé, il faut venir le charger devant les juges compétents, le juge qui est capable, qui a été mandaté pour juger et condamner. C'est ça la vérité judiciaire. Le juge va vous poser des questions. Monsieur, madame, vous qui venez, vous avez arrêté ce monsieur pourquoi? Non, il a volé. Qu'est-ce qu'il a volé? Il a volé un téléphone, il a volé tel objet. Où est l'objet volé?
soit il le détient encore, soit il l'a vendu, soit nous l'avons déjà récupéré. Quels sont les témoins qui ont été... Monsieur, est-ce que vous pouvez venir comparaître? Mais on ne fait pas ça. Et dans les cas pareils, qu'est-ce que l'avocat fait? Il s'en tient simplement. Alors c'est là, il ne faut pas se limiter, voilà, il ne faut pas se limiter à la vérité de la rue, il ne faut pas se limiter à la vérité de l'église et du marché, il faut venir prouver devant les juges pour que les juges assoient la vérité judiciaire et qu'ils parviennent à condamner. Dans le cas contraire, vous demandez aux juges de condamner les innocents. Mais là, je te pose une question. Là, je te pose une question. C'est vraiment intéressant, vraiment très bien ce que tu as dit. C'est-à-dire que si je reprends bien, c'est qu'il y a la vérité ontologique et la vérité du cœur. Et juste un peu avant, quand tu disais que tu étais bègue, la vérité judiciaire. Ah, excuse-moi, autant pour moi. Alors, mais il y avait un truc qui était très intéressant. On va pas revenir là-dessus, mais je vais quand même reprendre en fait tout ce que tu avais dit, synthétiser en fait. Tu as dit que lorsque tu étais jeune, tu bégayais. Et la question qui est venue là, c'était aussi pour savoir. J'ai un vrai bègue, moi. Oui. C'était pour savoir. On t'a conseillé de jouer au théâtre, de lire des livres pour pouvoir mieux parler, ou c'est de toi-même, t'es parti au théâtre en lisant des livres, des poèmes, etc. Est-ce que c'est de toi-même en ayant une vision que plus tard tu deviendrais avocat, et pour devenir avocat, il faut bien parler? Oui, naturellement, j'avais la passion de la parole. Je ne sais pas dire peut-être malchance ou mauvaise chance de n'avoir pas eu le français pour langue maternelle, moi. Jusqu'en première année des humanités, moi, je ne parlais pas français. J'entendais le français seulement chez les amis. Ok. Et j'avais pourtant une faiblesse pour la parole. Je voulais bien parler, j'admirais les gens qui parlaient. Et je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire pour parler comme tel. Qu'est-ce que je pouvais faire pour parler comme tel ami. C'est comme ça que de moi-même, j'ai pris la discipline de commencer à m'enfermer. Chaque jour qui passait, j'avais l'obligation d'extraire du dictionnaire français au moins 10 mots et les mettre à côté dans un bloc-notes privé et commencer à les répéter. Je lisais toujours à haute voix. Donc tout ça, très rarement. Donc tout ça, c'est de toi-même. C'est de toi-même que tu as pris cette résolution. C'est de toi-même. Oui, c'est de moi-même. Ok, formidable. Oui, c'est de moi-même. Et pour combattre aussi cet état de bégaiement, je me faisais le devoir de reprendre un mot plusieurs fois parce qu'il y avait des mots que je n'arrivais pas à bien prononcer. Alors quand j'ai tombé sur des mots comme ça, je pouvais les écrire à côté et commencer à les lire à une vitesse ralentie plusieurs fois jusqu'à ce que les mots devenaient faciles. Par exemple, je ne maîtrisais pas, je ne pouvais pas prononcer avec aisance les mots observation. Ça me dérangeait toujours. Je vous donne un exemple. J'ai pris le soin de l'écrire plusieurs fois sur un papier et commencé à les lire, répéter à haute voix. Et je me suis fait la discipline d'extraire chaque jour au moins 10 mots de mon dictionnaire que j'avais payé. Je disais à haute voix. Je me suis inscrit dans les groupes de théâtre des jeunes, des ONG. J'ai joué avec aisance déjà au théâtre. Et au début même dans mes théâtres, là, j'ai bégayé. Et en bégayant, je voulais faire passer cela comme une scène théâtrale. Alors qu'en réalité, c'était naturel, mais je le faisais, personne ne découvrait. Comme les gens étaient intéressés à la nature théâtrale, ils pouvaient rire, mais moi, au fond, je connaissais que ça, j'ai bégayé pour de vrai. Alors, je me suis battu comme ça, j'ai fait des poèmes, et puis, à force de le faire, Dieu m'a aidé aussi. Et aujourd'hui, je sais quand même prendre la parole, je sais défendre sans beaucoup de peine. Oui, puisque là, c'est vraiment extraordinaire. Donc, vous savez, cette émission, c'est l'intérêt général pour tous, c'est-à-dire c'est dans tous les niveaux, en fait. Et là, c'est un conseil pour tous les auditeurs, pour tous les jeunes, les auditeurs, pour toutes les personnes même qui ont les jeunes, c'est-à-dire les préadolescents, les adolescents, les adultes, les seniors. En fait, toutes les personnes qui voudraient, par exemple, se reconvertir dans un métier où il faut avoir
une capacité oratoire, s'adresser à plusieurs publics, s'adresser en public plutôt. Eh ben, voilà, vous avez l'exemple concret, puisqu'aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on le voit dans toutes les chaînes de télé, dans les plus grandes chaînes de télévision, des chaînes sérieuses, où il est invité dans les interviews, ou bien le film en direct quand il est vraiment en grande prestation, où il parle, où il doit faire son, comment on appelle ça, lorsque voilà, sa plaidoirie. Quand il fait sa plaidoirie, voilà, il est filmé, il est Voilà. dans les grandes instances, Voilà. dans les cours militaires, il défend quand même des personnes, des personnalités du pays. Donc, ça, vraiment, pour ça, nous te félicitons. Et quand on resynthétise tout ce que tu avais dit, tu as parlé aussi qu'il y a un moment, on s'adresse quand on s'adresse au juge ou au jury, il y a... Oui, quand on parle au juge, Voilà. il y a des moments où on parle à son cerveau, on parle son à cerveau, sa tête. exactement. À ce niveau-là, Ouais. on évoque des arguments scientifiques parce que Ouais. avocat, tout comme magistrat, nous avons fait les mêmes études de droit, nous avons des connaissances identiques en droit, nous avons peut-être eu des mêmes enseignants, des mêmes enseignements, nous avons les mêmes livres que nous lisons. Ouais. Alors, je suis quand très... on évoque les arguments de la science, bon. Ouais. Je suis... Ouais. Je suis désolé, je suis en train de gérer les questions des auditeurs et les questions qui sont en train de filer et le temps. Puisque le temps, la radio, la télévision, ça c'est caprice, c'est le temps. Alors, quand on a tout synthétisé, on a vu vraiment, on a vu tout ça, on a compris tout cela, et on constate aussi que tu as dit tout à l'heure que tu as appris maintenant le droit congolais qui est un peu identique par rapport au droit romano-germanique qui se trouve dans tout l'Occident, on va dire plutôt Europe. Les droits, ouais. La RDC fait partie de la famille romano-juridique. Oui, romano-juridique, voilà. Alors, dis-nous, toi qui es assez fier de tes origines, tu es né dans le terroir de la ville du diamant et tu es né au Kasaï et tu as grandi avec une culture, une tradition, une pensée Luba. Alors, lorsque tu es parti dans les études, as été confronté à cette modernisation culturelle, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, le droit romano. Alors, romano-germanique, oui. Romano-germanique, est-ce que ça n'a pas été difficile de assimiler ces deux grandes cultures, donc la culture traditionnelle africaine et la culture plus ou moins moderne occidentale? Est-ce que ça a été difficile et est-ce que tu penses que ça a un apport positif dans la société congolaise, oui ou non? Voilà. Eh bien, si je peux répondre à la question, il y a eu naturellement, je me suis adapté étant donné que j'avais une passion pour les droits et pour l'avocature, mais en général, là je ne parle pas de mon cas personnel, en général, même lorsque les collègues de promotion pouvaient poser des questions, on pouvait entendre une dose de mécontentement par rapport à une démarcation constatée entre la pensée authentique coutumière et la pensée amenée par les droits romano-germaniques. Je peux prendre l'exemple. Là, il faut y aller par des exemples, des questions qui ont essayé d'énerver ou de toucher aux sensibilités. Chez nous, en droit africain ou dans les coutumes africaines, on savait que la femme mariée ne pouvait pas avoir accès aux biens de son époux au décès de ce dernier. Donc, lorsque vous êtes marié, votre époux vient à mourir. Alors, excusez-nous, c'est les aléas de la radio, hein, c'est les aléas de la radio, nous excusons. Ouais. Vous savez que là, nous allons reprendre, nous l'avons. Alors, Maître Pagnol. Lorsqu'un homme venait à mourir,
Je vous suis bien, vous m'entendez? Très très bien, nous te suivons. Oui, voilà. Je disais que dans la culture africaine, les questions dans lesquelles la démarcation s'était constatée et jusqu'au point de frustrer certains des camarades qui étaient trop attachés à la coutume, c'est notamment les questions de la succession ou de la liquidation du régime matrimonial. Dans les régimes ou dans les pratiques africaines et en droit coutumier congolais ou kassaïen particulièrement, il n'y a pas de question de régime matrimonial. Tous les biens sont censés appartenir à l'homme et non pas à la femme. Et au décès de l'homme, la femme ne pouvait partir qu'à la limite avec ses habits corporels, avec ses biens personnels, les biens corporels donc, et non toucher au parcelles, non toucher à l'argent, ni à rien d'autre. Mais lorsque les droits romano-germaniques viennent, il dit non, maintenant vous avez 3 régimes matrimoniaux, vous avez la communauté universelle des biens, vous avez la communauté réduite aux acquets, vous avez la séparation des biens. Si vous êtes dans la communauté des biens, au décès, on liquide d'abord le régime matrimonial, la femme doit avoir 50%, et quand les Africains ont entendu ça, Ah là là, nous avons Maître Pagnol. Oui, nous l'avons. Comment les frères de l'homme, ils n'ont rien à l'héritage, ou bien ils ont une toute petite part, la femme qui était venue sans rien, comment il peut rentrer avec 50%? Ce sont des questions comme ça qui ont énervé. Chez nous, il y a encore, où il a existé le système de mariage par héritage, qu'on a appelé les sororats. Lorsque votre grand frère décède, vous, jeune frère, vous avez le droit d'hériter sa femme. Alors, lorsque les droits romano-germaniques viennent avec le principe de la liberté de mariage, il institue le principe que la femme ou l'homme, toute personne, tout citoyen, ne peut se marier qu'avec une personne de son choix. Et lorsqu'on enseigne aux étudiants en droit qui sont d'origine africaine, d'origine kassaïenne, on leur dit non, monsieur, vous n'avez pas le droit d'hériter ou d'imposer à l'épouse, à la veuve de votre frère prédécédé, de la récupérer pour femme. Monsieur dit non, mais mon grand frère avait doté, mais cette dot-là, alors, vous voyez, c'est des questions qui n'ont pas été bien accueillies, mais dans tous les cas, la loi, c'est la loi. Ça revient à la loi. Ouais. La loi, c'est la loi. On est obligé de... on ne peut pas entrer dans les mécontentements individuels pour voilà. On est obligé de nous y soumettre. Mais au-delà de ça, il y a des choses en droit romano-germanique dans lesquelles la coutume n'a pas été énervée. C'est même ce qui fait qu'en droit africain, la coutume est considérée comme secundo legem, comme une seconde source du droit, mais à condition cette fois-ci qu'elle soit conforme à la loi écrite. Donc il y a des questions aujourd'hui en droit écrit, mais dont la solution reste réservé en droit coutumier. C'est par exemple les conflits en matière de dot. Alors ça, écrit dit expressément. Alors ça, Maître Pagnol, on va le garder. Ça, c'est la première partie. En tout cas, c'est tellement intéressant qu'on aurait envie de rester encore très longtemps. Mais ça, c'est la première partie. Vous avez vu qu'il a parlé de tout ce qui est coutumier. Et bientôt, nous allons parler de tout ça. Et voilà. Félicitations à Maître Pagnol. Nous sommes très contents. Nous sommes très contents de l'avoir reçu. Alors, merci beaucoup de l'honneur. Le grand plaisir a été le mien. Voilà. Alors, un dernier conseil très rapidement pour les jeunes qui te suivent partout dans le monde. Pour ceux qui aimeraient bien être plus tard... être peut-être avocat ou juge ou être dans le corps juridique. Un conseil. Les conseils que je donne aux jeunes qui m'ont suivi, c'est que dans la vie, il faut avoir un rêve et il faut se battre pour son accomplissement. Et le plus grand rêve dans la vie,
ce n'est pas celui que vous faites pendant que vous dormez, mais c'est celui qui vous empêche de dormir. Lorsque vous avez un rêve, développez, battez-vous pour l'accomplir et rien n'est impossible. Et lorsque vous avez déjà atteint une dimension, vous avez déjà intégré une profession, faites l'effort de vivre la passion. La passion dépasse toutes choses. Travaillez passionnément et le destin lui-même vous fera rencontrer des gens comme des Kalonji que j'ai rencontrés aujourd'hui. On est en train de me suivre au Canada, vous voyez. C'est ça le dernier conseil. Merci bien. L'émission Intérêt Général s'achève. Nous sommes très contents d'avoir reçu Maître Pagnol. Nous l'appelons Maître Pagnol, mais il s'appelle aussi Bombo Bakenda, José. Alors, nous sommes très contents, c'est la première partie, nous allons le recevoir plus tard encore. Voilà, je suis Bombo Bakenda, José. Voilà, nous allons encore le recevoir, nous sommes très contents. Intérêt Général